notre section d'aujourd'hui. On va essayer de partager des observations sur le business model Canva. Comme vous l'avez vu sur l'écran, qui est l'outil de définition d'un modèle économique. Ce qu'il faut comprendre, parler d'un outil très important, qui en réalité va nous permettre en tant qu'entrepreneur, en tant que jeune qui aspire à développer son activité, de comprendre que l'outil là va en réalité l'aider à mieux structurer la façon dont il va gagner de l'argent. Donc quand vous entendez parler de modèle économique, c'est tout simplement la façon dont la personne va à travers son idée de projet gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, vous allez voir à travers l'outil que en réalité la personne doit comprendre un ensemble aujourd'hui de composantes que nous allons voir sur les différents aspects ou bien sur les différentes composantes du business model Canva, qui est abrégé souvent en BMC. Donc c'est un outil très pratique. Donc comme tous les autres outils que nous avons eu à voir lors des sections précédentes, nous avons eu à voir des outils tels que le Pestel, donc des outils comme le SWOT. Donc tout ça, c'est des outils qui vous facilitent cette gestion managériale de votre structure, de vos idées, mais aussi du développement en quelque sorte de vos activités. Donc, sans plus tarder, nous allons essayer de voir c'est quoi réellement, qu'est-ce qu'un business model Canva. Et comme à l'accoutumée, on a l'habitude de donner des définitions en réalité qui ne sont pas des définitions académiques, mais surtout des définitions qui reflètent un peu l'aspect de la chose de façon pratique, de façon concrète. Donc on dit c'est un outil de management qui permet aux entreprises, aux startups, aux entrepreneurs de développer leur modèle économique et de pouvoir l'ajuster au cours du temps. Donc là, l'outil que l'on va voir aujourd'hui, qui est le business model Canva, c'est un outil comme tous les autres outils que nous avons vus. Mais l'outil, sa particularité, c'est qu'elle permet de définir notre modèle économique. Et le modèle économique, c'est quelque chose de très important parce que sans un modèle économique, on ne peut pas prédire la façon dont on va générer des revenus, la façon dont l'entreprise, la façon dont l'idée en réalité de projet va produire de la valeur. Donc quand vous entendrez parler tout au cours de notre exposé de valeur, comment dirais-je, de revenus, sachez que tout simplement que l'objectif de l'entrepreneuriat, c'est de permettre l'impact social, mais aussi c'est de permettre des revenus. Donc l'entrepreneur, son objectif numéro un, c'est l'autonomie ou bien l'indépendance financière. Donc la personne, sur ses différentes activités, doit comprendre comment est-ce que je dois faire pour gagner de l'argent. Mais la façon dont je gagne de l'argent, comment je peux l'améliorer? Quels sont les paramètres qui sont sensibles à la façon dont je gagne de l'argent? Quels sont les paramètres fixes? Quels sont les paramètres qui dépendent directement de l'activité? Mais quels sont aussi les autres paramètres en réalité qui ne dépendent pas en réalité de mon activité, mais qui peuvent influencer? Donc, ici, on parle en réalité de l'environnement sur lequel vous allez flirter tout au long de votre cursus entrepreneurial. Donc, retenez que c'est un outil de management qui permet aux entreprises de développer leur modèle économique et de pouvoir l'ajuster du moins au cours du temps. Parce que notre modèle économique peut en réalité changer de paradigme. Tout simplement parce que ça change. Donc la façon dont les potentiels clients vont voir votre produit va changer. La façon dont les produits que vous proposez même comme une entreprise peut changer au cours du temps. Vous avez vu aujourd'hui l'entreprise, par exemple, l'entreprise Kirel, qui a commencé avec de l'eau et au fil du temps, qui commence à proposer des boissons, il commence à proposer des gammes de produits. Et tout cela fait partie du développement, de l'évolution de son modèle économique. Parce que tout au long du parcours entrepreneurial, l'entreprise a tendance à essayer de développer, donc de maximiser, mais aussi de diversifier ses modèles économiques. Dites-vous que dans une entreprise, si vous avez un seul produit à pourvoir,
dites-vous que vous aurez peut-être 3 à 4 modèles économiques parce que le produit change en fonction de la personne qui va l'utiliser, en fonction de la personne qui l'achète, mais aussi en fonction de la personne qui en réalité va, comment on appelle ça encore, va pousser les autres tout simplement à acheter le produit. Donc, toutes ces variations-là doivent être prises en compte au moment de mettre en place notre modèle économique. C'est des hypothèses, bien sûr, qu'on va émettre, mais ici, là, présentement, on doit les tester parce que on doit être sûr qu'en réalité, le produit, s'il suit le process A, vous aurez des clients potentiels qui vont l'acheter. Parce que le process A tend à amener le produit avec un tel goût, avec un tel saveur, avec un tel crust. Donc, tout ça fait partie du modèle économique. Donc, en réalité, le modèle économique va définir de A à Z. Même le processus de production fait partie intégrante du modèle économique. Parce que le produit en réalité qui va être le produit fini doit suivre un processus que vous soyez aujourd'hui plombier, que vous soyez vendeur je ne sais pas moi, d'équipements de BTP, que vous soyez aujourd'hui prestataire. Donc, les produits que vous avez ou bien les services que vous avez vont suivre un certain processus. Et dans votre modèle économique, vous allez voir en réalité la définition, la mise en place de votre processus efficient et efficace qui vous permettent d'allier efficacité et réduction de temps. Donc cela va vous permettre d'accroître votre production tout en gérant la durée ou bien le nombre d'heures de travail. Donc tout cela tourne autour du modèle économique qui est très sensible, bien sûr, qui est aussi très simple à comprendre, je dirais. Pourquoi on peut prendre 30 minutes pour l'expliquer? C'est tout simplement parce que en réalité, c'est quelque chose qui va ressortir de l'entrepreneur. Donc, ce sera à l'entrepreneur, en quelque sorte, de définir tout ce contenu que vous allez voir dans le business model Canva et après d'essayer de le mettre en œuvre. Donc pour rappel, un modèle économique est un plan décrivant comment une entreprise entend gagner de l'argent. Donc aujourd'hui, si vous êtes un start-up, vous devez comprendre, vous devez commencer à réfléchir sur réellement est-ce que là, ce que je fais est productif. Pourquoi c'est productif? Parce qu'il y a tel. Pourquoi c'est productif? Parce que le processus de production peut-être n'est pas assez long ou bien quelque chose de ce genre. Pourquoi c'est productif? Parce que le coût d'achat de mes matières premières ne sont pas assez chers. Donc tout ça doit être pris en compte pour ne serait-ce que maximiser vos chances et améliorer votre modèle économique. Donc c'est pour cela aujourd'hui on a essayé de définir tant soit peu le business model Canva comme étant un outil de management qui permet aux entreprises de développer leur modèle économique et de pouvoir l'ajuster au cours du temps. Et pour rappel, un modèle économique est un plan décrivant comment une entreprise entend gagner de l'argent. Donc aujourd'hui, on va voir le business model Canva, qui est l'un des outils les plus utilisés aujourd'hui parce que ça nous permet en réalité de cartographier les différents aspects essentiels de notre entreprise, car tous ces aspects-là en réalité seront ressortis sur une seule page. Donc en réalité, le business model Canva fait partie des outils qui en réalité peuvent définir votre entreprise en quelque sorte sur une seule page, mais sur une page très importante qui va contenir l'ensemble des points importants que vous devez maîtriser, que vous devez comprendre pour asseoir votre activité. Donc là, toute la section d'aujourd'hui va se concentrer sur ça en réalité. Ça, ce que vous voyez devant vous, c'est un business model Canva. Comme vous le voyez, sur une page qui en réalité a pas mal de colonnes, donc pas mal de parties qui vont en réalité tous interdépendantes. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces parties-là, on a tendance à les remplir en suivant un certain
un certain processus. Certaines des colonnes sont beaucoup plus appropriées à être renseignées en première position, d'autres en seconde position et d'autres en dernière position. Donc, nous allons essayer de voir tout cela ensemble. Donc, si vous voyez ça, vous allez comprendre qu'en réalité, le fait de gérer son entreprise, c'est pas fait de façon à l'impulsion ou à quelque chose de ce genre, ou bien à vos humeurs, non. Ça doit se faire en suivant. J'ai bien aimé un discours que j'ai entendu d'un jeune entrepreneur qui aujourd'hui évolue dans le secteur du digital, qui a dit qu'aujourd'hui, si la majeure partie des startups sénégalais ont des difficultés, c'est en réalité dû à l'absence de processus rigoureux au niveau de leurs exécutions. Ce que l'on observe, c'est quoi? On est dans le tâtonnement en réalité. On n'essaie pas de produire un processus efficient et efficace et de s'adapter ou bien de se donner à ça. Donc, si vous voyez même, le processus de fabrication du chocolat existe. Donc, les producteurs de chocolat, ils ont le processus et ils n'osent pas en réalité du jour au lendemain changer, ne serait-ce que l'une des étapes n'est pas changeable. Donc, on peut changer les étapes, mais c'est suivant un processus, d'accord, très rigoureux qui va leur permettre de changer le processus de production. Et cela peut entraîner aujourd'hui d'énormes changements à travers des clients, à travers les revenus, tout simplement parce que le goût du produit peut changer à travers l'aspect d'une seule étape. L'étape sur un processus est très important. Malheureusement, nous avons l'habitude d'évoluer de façon aléatoire. Nous avons l'habitude d'évoluer en fonction de certains clients. Nous avons l'habitude d'évoluer en fonction de la manière dont on aimerait personnellement travailler. Et tout cela fait ressortir les échecs des différents entrepreneurs dans chaque niveau d'évolution ou bien dans chaque activité qu'un entrepreneur sénégalais exerce. Vous allez voir qu'en réalité, il y a ce manque-là crucial sur les processus de fabrication. Que ce soit pour un produit ou un service, on doit être en mesure de mettre en place un processus bien défini, de le suivre à la lettre, tout simplement pour faciliter aujourd'hui son évolution, pour faciliter des changements, pour faciliter aujourd'hui ses variations. Il faudra d'abord maîtriser le processus de production d'un article et après essayer de voir comment faire pour améliorer, comment faire pour rendre efficace, comment faire pour réduire, comment faire pour ne pas tomber dans l'erreur de l'acquisition des matières premières, par exemple. Qu'est-ce qui est sensible? Dans quel secteur aujourd'hui je risque de perdre mes produits tout simplement parce qu'il y a tel aspect dans mon produit que je ne maîtrise pas, ou bien sur le processus que je ne maîtrise pas. Donc tout cela est en réalité des choses que vous devez prendre en compte. Et devant nous, nous avons l'exemple du business model Canva. Figurez-vous que pour remplir ce business model Canva là, que nous allons bien sûr partager un exemple, de business model Canva que nous allons remplir ensemble sur notre page YouTube, donc qui est l'Académie des entrepreneurs du Sénégal. Donc on invite tout le monde à aller vraiment nous soutenir là-bas au niveau de la page, donc à aller s'inscrire, à aller s'abonner, poser des questions directement sur les commentaires et tout, et essayer de maximiser quand même tout ce que nous faisons là-bas au niveau de la chaîne. Donc, si on revient sur les segments de clients, donc là, notre colonne numéro 1 pour le remplissage, bien sûr, pour faire germer tout l'importance du business model Canva, on va démarrer par les segments de clients. Figurez-vous qu'au niveau des segments de clients, là, la personne doit faire cette segmentation. Elle est cruciale, elle est importante. On ne peut pas aujourd'hui être dans le business et ne pas comprendre qui est mon client, pourquoi il est mon client et qu'est-ce qu'il fait pour devenir mon client ou bien pour qu'il puisse prétendre faire partie de mes clients. Donc, l'entrepreneur, son entreprise doit être en mesure de les cibler, de faire la segmentation.
Et cette segmentation, on l'avait vu lorsqu'on faisait l'étude de marché. On avait vu qu'on peut segmenter nos clients en essayant de les localiser du point de vue géographique. Par exemple, mes clients, ils habitent la majeure partie dans la banlieue. Mes clients, ils font la majeure partie, je ne sais pas moi, ils sont entre le niveau d'études, un niveau d'études troisième et un niveau d'études terminale. Donc tout cela, c'est à prendre en compte. Ils ont leur tranche d'âge est compris entre, par exemple, je ne sais pas, 15 à 21 ans. Ça, c'est des choses qui vont vous permettre, c'est des paramètres qui vous permettent de segmenter en réalité votre clientèle. Donc, vous devez ne serait-ce que les segmenter en zone géographique. Vous pouvez aussi utiliser le sexe. Donc, le sexe ou l'âge font partie des caractéristiques donc qui peut vous pousser, qui peut vous permettre de segmenter votre clientèle et de voir maintenant est-ce qu'il y a cette différence-là réellement sur l'utilisation de mon produit en fonction du sexe de la personne. Est-ce qu'il y a cette différence réelle sur l'âge? Est-ce que les personnes âgées entre 45 peut-être et plus ont tendance à utiliser les produits que je mets à leur disposition? Est-ce que mes produits sont adaptés à cette tranche d'âge-là? Donc tout ça, c'est à prendre en compte et à voir réellement qui utilise mes produits. Est-ce que c'est des élèves? Est-ce que c'est des personnes qui aujourd'hui ont des revenus fixes, par exemple? Est-ce que c'est des salariés? Est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas de revenus fixes? D'accord? Tout cela doit être pris en compte. Donc, vous avez pas mal d'idées que l'on a partagées au niveau, et je vous invite bien sûr à aller revoir notre vidéo qui est le plus suivie, qui est celle, si je ne me trompe pas, de l'étude de marché. Donc, allez le voir, vous allez comprendre comment on peut segmenter aujourd'hui nos clients, bien sûr. Donc, vous ciblez et après vous segmentez. Donc, on cible un certain nombre de clients et après on essaie de segmenter les différentes personnes qui sont susceptibles d'utiliser ou bien qui sont en train d'utiliser tout simplement notre produit ou bien qui l'achètent. Donc, les personnes qui l'achètent, c'est la majeure partie, c'est les personnes qui ont des revenus. Donc, est-ce que ils l'achètent pour l'utiliser? Est-ce que c'est eux en réalité qui utilisent le produit ou bien est-ce qu'ils achètent mon produit pour le donner à leurs enfants? Donc tout cela est à prendre en compte. Et le fait de segmenter va vous permettre lors de la communication de savoir à qui communiquer, qui achète le produit et qui utilise le produit. Donc vous allez faire une communication qui en réalité répond à ces deux tranches de personnes ou bien à ces deux segments de clients. Donc cela, c'était notre première colonne qui faisait ressortir les segments de clients que l'on peut avoir. Et là aussi, on dit que si on segmente bien, cela peut nous permettre de définir au mieux la solution la plus personnalisée. Parce qu'actuellement, le monde de l'entrepreneuriat est en ça. Donc actuellement, on est en train de voir comment personnaliser les solutions. Aujourd'hui, un entrepreneur vient pour résoudre un problème. Mais le problème qu'il est en train de résoudre peut affecter sur ces segments, 2 ou 3 segments. Maintenant, sur chaque segment, il doit essayer de personnaliser son impact. Il dit qu'en réalité, l'objectif pour tel segment, c'est d'atteindre ça. Si l'utilisateur a ce résultat-là, donc là, mon objectif est atteint. Pour tel segment de clients, si l'utilisateur atteint le niveau, par exemple, tel, donc je vais considérer qu'en réalité, mon produit répond à leurs besoins. Et c'est cela qui peut vous aider en tant que jeune entrepreneur à comprendre qu'en réalité, le fait de segmenter vos clients peut faciliter en réalité la communication que vous devez avoir pour les pousser à utiliser le produit, mais aussi pour montrer l'efficacité ainsi que le degré d'utilisation de votre produit. En deuxième position, nous allons, après le fait de segmenter, nous allons passer au niveau de la proposition de valeur. Et j'ai l'habitude de dire qu'au niveau de la proposition de valeur, c'est tout simple. La personne, elle doit être en mesure de montrer, quand on parle de valeur, c'est en réalité la différence qui existe entre votre solution et les autres solutions qui existent sur le marché. Malheureusement,
C'est ce problème que nous observons dans l'ensemble ou bien dans la majeure partie des idées de projet au Sénégal. Les jeunes, ils ont des idées de projet. Malheureusement, la proposition de valeur qu'ils vont faire n'est pas du tout une proposition de valeur pertinente. Parce que là, on va parler d'innovation. Et malheureusement, il y a peu de jeunes au Sénégal qui innovent. Vraiment, on est surtout au niveau de la reproduction. Et même lors de la reproduction, il faut savoir proposer des valeurs qui n'existent pas chez les autres. Et ça, c'est la proposition de valeur. C'est le fait de rendre unique votre solution. Parce que la solution, le problème que vous essayez de résoudre a été déjà posé par d'autres. D'autres ont déjà émis des pistes de solutions. D'autres ont déjà proposé des solutions à ce problème. Vous, pour vous débarquer, pour sortir du lot, vous avez besoin de rendre unique votre solution. Et c'est à travers cette proposition de valeur-là que vous allez en réalité attirer, que vous allez montrer la différence entre votre produit, entre votre solution et les solutions qui existent déjà. Même si vous proposez un produit qui existe déjà, le produit doit avoir des vertus ou bien doit avoir je ne sais pas moi, des compositions qui vont lui permettre d'être extraordinaire aux yeux de la clientèle. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de vous rendre unique. L'objectif, c'est de montrer en réalité que votre produit est différent. Parce que l'effet que ça fait est différent. Parce que ce que ça apporte du point de vue sur l'utilisation, la facilité de l'utilisation, la facilité d'acquisition, tout ça fait partie d'une bonne proposition de valeur. En réalité, il ne faut pas essayer de trouver le diable. Il suffit juste de proposer, de rendre accessible, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions. Malheureusement, ces solutions ne sont pas accessibles à tous. Si vous ciblez bien votre segment de clients et que vous faites en sorte que votre solution soit accessible, cela peut être des pistes déjà pour mettre en place votre proposition de valeur efficace. Une proposition de valeur efficace commence par, pour moi, de faire en sorte que votre produit soit accessible. Faire en sorte que votre produit puisse ressortir d'autres vertus différentes des produits qui existent et qui sont là pour résoudre le même problème que vous avez ciblé. D'accord? Donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir en prenant l'étape de la proposition de valeur. Donc il faut toujours voir, oui, ce qui rend votre produit unique, c'est donc votre produit ou votre service, bien sûr, parce que les entreprises, ils sont là pour produire des produits ou bien des services. Notre troisième colonne, nous allons parler sur notre troisième colonne, c'est les canaux de communication. Donc après les segments de clients, la proposition de valeur, on va passer aux canaux de communication et de distribution. C'est très important. C'est très important du moins. Tout simplement parce que les entreprises, ils communiquent avant pour se faire connaître. Ils communiquent après pour faire acheter le client. Ils communiquent après pour permettre de mettre à la disposition du produit acheté au client. Donc, et après de communiquer pour faire le suivi, pour voir réellement est-ce que le client est satisfait sur son achat. Est-ce que son attente a été vraiment satisfaite. Et tout ça aujourd'hui passe par la communication. Donc, développer des canaux de communication en amont, c'est tous ces canaux que nous avons parlé avec M. Bodian sur le marketing digital. Donc, faire en sorte d'être présent et de permettre l'interaction positive entre le client et le vendeur. Donc là, déjà mettre en amont des canaux de communication. Mais aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'il y a des canaux de communication, mais est-ce que ces canaux de communication-là sont sécurisés? Donc, les entrepreneurs doivent plus travailler sur ces aspects-là. Le fait de mettre à la disposition de vos clients des canaux de communication qui sont aujourd'hui, je ne sais pas moi, on est à l'ère du numérique. Pourquoi le client ne peut pas voir directement la personne à qui il a affaire? Aujourd'hui, je suis désolé, vous appelez les plus grands opérateurs, vous ne pouvez pas voir réellement à qui vous discutez. Et ça peut faire partie de ce qui peut rendre la sécurité à quelqu'un.
Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'arnaqueurs, il y a beaucoup de personnes qui achètent en ligne et qui ne verront jamais le produit. Tout simplement parce que, en réalité, la communication, cette communication-là reste à être sécurisée. Donc, en tant que jeune start-up, essayez d'innover, essayez de voir est-ce que réellement le fait de discuter en FaceTime avec mon client ne peut pas sécuriser parce qu'il me voit déjà, il peut faire des captures, il peut utiliser ça si demain on a des problèmes. Et ça réconforte le client, ça rassure le client, ça montre au client qu'en réalité cette personne-là est pleine d'assurance et elle n'a rien à cacher en réalité. Parce que là, actuellement, il y a pas mal de personnes qui font des achats en ligne, mais les autres, ils ne s'arrêtent pas de se plaindre, tout simplement parce que aussi, il y a vraiment des défauts sur la façon dont les gens communiquent. Et dans certaines parties du monde, il y a des gens qui s'attachent plus à l'aspect social, à l'aspect visuel, pour après faire ressortir la sécurité. Parce qu'il y a des personnes qui, pour eux, le fait d'acheter en ligne directement, d'envoyer ton argent, c'est de courir d'énormes risques. Et ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort parce que si vous allez proposer un produit, vous organisez pour essayer de formaliser votre activité, de le mettre sur un réseau social bien protégé, de discuter directement avec l'acheteur, de lui expliquer qu'aujourd'hui, si vous achetez votre produit à telle heure, demain à telle heure, où la durée de livraison et de temps, et les prix aussi varient de tel à tel kilomètre. Et tout ça, ça rend la sécurité que le client attend de vous. D'accord? Donc, que vous soyez prestataire de service, que vous soyez vendeur de produits ou bien d'autres choses, vous devez être en mesure, lors des communications, de montrer à votre client qu'en réalité, ces canaux que l'on utilise, malgré que c'est des canaux qui sont bourrés d'arnaqueurs et de personnes malsaines, que vous, quand même, vous utilisez ces mêmes canaux, mais en essayant de mettre à la disposition de votre client des preuves qui montrent en réalité que vous n'avez pas besoin de courir avec son argent. Tout simplement parce que vous êtes là que pour satisfaire ses désirs. Donc, utilisez vraiment ces canaux de communication-là en amont pour avoir des clients, bien sûr. Ce que font aujourd'hui énormément de jeunes sur les réseaux sociaux, sur le réseau social TikTok, là, vous avez vu, là, la femme, elle parle directement à ses clientes. Et là, il y a en direct des personnes qui même en direct, ils envoient leur argent. Et en direct, la dame dit que j'ai reçu le virement de telle personne. Oui, c'est toi, donc tu peux passer ou bien on va te le livrer le jour temps. Et vous allez voir que au même moment, il y a d'autres personnes qui sont en train d'émettre des amendements. Attention, la semaine passée, je t'avais donné mon acompte, jusqu'à présent, je n'ai pas reçu le produit. Et directement, la dame répond, je suis désolé pour telle commande, ce n'est pas encore disponible. Nous regrettons vraiment, mais on est obligé de rallonger la durée de livraison parce qu'on n'a pas atteint tant de commandes pour pouvoir le livrer dans tel jour. Et là, vraiment, c'est des choses très importantes aujourd'hui qui permettent aujourd'hui à des personnes d'augmenter leur chiffre d'affaires. Parce que aussi le monde est développé. On ne peut pas aujourd'hui parler à quelqu'un dont il y a l'impossibilité de le voir directement. Donc ça paraît louche. Et ça ne favorise pas, comme vous le savez. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui hésitent à acheter jusqu'à présent sur certaines plateformes très sécurisées. Ils hésitent. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez d'informations en réalité. Tu as des choses en ligne, mais tu n'as pas assez d'informations. Tu as envie d'appeler le gars pour lui dire si je vous envoie mon argent, après combien de temps ça va faire pour que vous traitez ma commande, combien de temps ça va faire pour que je puisse disposer de la chose que j'ai achetée, combien de temps cela va faire si j'ai des réclamations. Donc tout ça fait partie de la communication. Et même après l'achat, vous revenez toujours sur votre plateforme en ligne et vous demandez à ceux qui ont acheté de faire des témoignages, que ça soit positif ou négatif. Parce qu'on est aujourd'hui dans un monde constructif. On ne peut pas mettre uniquement en valeur les choses positives et laisser en rate les choses négatives. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ceux qui, en direct, vont vous dire que, attention, la fois passée, vous avez passé ma commande et malheureusement, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu.
Et là, la personne va s'expliquer pour vous dire réellement c'était quoi le problème. D'accord? Et là, tout le monde sera informé que parfois, il y a des possibilités que cela ne se passe pas comme c'est prévu et que qu'ils puissent comprendre qu'en réalité, l'entreprise s'est préparée pour telle circonstance. Et là, vous voyez nettement que la personne est rassurée. La personne, donc, est prête à vraiment collaborer et acheter chez vous. Donc, au niveau des canaux de communication et de distribution, donc la personne ou l'entreprise doit être présente, doit être accessible, doit faire comprendre aux clients la façon dont vous allez acheter, la façon dont on se doit de vous suivre, nous, on se doit de vous informer. Mais je suis désolé, mais il y a plein de gens aujourd'hui, tu les envoies ton argent, après tu les appelles et ils ne décrochent pas. Durant des heures et des heures. Et la personne est sous pression. Même si, après quelques heures, vous l'appelez pour lui dire que bon, j'étais un peu occupé, c'est pas comme ça. Il faudrait que la personne comprenne en avance le processus de communication que vous avez. Donc, communiquez avec les gens de la façon dont vous allez communiquer avec eux pour les aider, bien sûr, parce qu'on est en train de s'entraider. Et après cela, nous allons toujours sur les canaux de communication, vous allez définir en réalité les étapes en ligne ou bien les étapes au niveau de la plateforme pour que un client puisse acheter directement en ligne. Et vous les expliquez sur cette étape quels sont les risques à éviter, quelles sont les choses à faire, sur quel numéro il faut appeler si vous avez besoin d'aide. C'est ça aussi, c'est ça. Il faudra vraiment expliquer la personne, rassurer la personne et lui montrer des pistes vraiment prometteuses. Donc, après les canaux de communication et de distribution, on va parler des relations, de la relation. Donc, la relation client, c'est très important, comme vous l'avez vu déjà au niveau des canaux de distribution. Au niveau de la relation client, maintenant, vous allez définir, d'accord, les axes de communication. Quand est-ce que le client a le droit de vous appeler? Quand est-ce qu'il n'a pas le droit de vous appeler? Comment est-ce que vos relations entre vous et votre client sont structurées? Donc, tout cela doit être défini. Et aujourd'hui, le client, avant d'acheter, doit comprendre qu'en réalité, s'ils achètent au niveau de telle entreprise, eux, ils sont censés après m'appeler après quelques temps pour même me demander est-ce que réellement le produit qu'on vous a vendu a été vraiment, comment est-ce que vous avez vu le produit. Tout cela fait partie des choses à définir. Des choses à définir. Et toujours voir aujourd'hui quel est le processus aujourd'hui d'assistance de l'acheteur. Parce que quelqu'un peut venir dans une plateforme et avoir des difficultés à acheter. Donc, il doit avoir un service client qui va se charger de ça, qui va se charger de mettre en place des points pour essayer d'expliquer certains qui ont des difficultés ou bien certains qui ont des amendements ou bien certains qui aujourd'hui ont déjà utilisé et voudraient vraiment faire des témoignages positifs. Donc, la relation client va à l'endroit de simplifier le système. Donc, simplifier le système, rendre crédible le système aussi. Parce que aujourd'hui, vous allez voir qu'au niveau des grandes structures, on a des commerces, on a des commerciaux. Les commerciaux, c'est des gens en réalité qui sont très attentifs à tous ces détails. Et un entrepreneur, il n'a pas un effectif aussi grand. Il est obligé de comprendre en amont personnellement comment est-ce que lui, à son niveau, il doit pouvoir gérer tous ces aspects sur son propre activité. Et en parlant d'activité, on va voir les activités clés. Les activités clés, comme vous le savez, dans votre startup, que vous soyez, que vous proposez un produit ou un service, vous avez des activités. Et les activités doivent toujours en amont être régies par un processus. Vous devez avoir votre processus parce que l'activité pour la majeure partie, c'est la production, c'est la commercialisation, d'accord? C'est la livraison, c'est le processus de reprise de produits. Donc tout cela, c'est la promotion. Tout cela, il faudra que l'entrepreneur puisse émettre des processus.
que ça soit des processus de production, que la personne puisse comprendre qu'en réalité, le produit que j'utilise a suivi tel processus de production. Et sur chaque étape, voici ce que l'étape représente en termes, je ne sais pas moi, de bienfaits sur le produit. Donc la personne, là, est dedans. Et à l'intérieur de la production, il comprend qu'en réalité, le produit a suivi telle étape, de l'étape 0 à l'étape 100. Donc, et vous faites la même chose aussi bien sur la promotion, aussi bien sur la commercialisation, aussi bien sur la livraison. On doit toujours suivre un processus. Et toujours dans l'interview de l'entrepreneur, il a aussi parlé de ça. Au Sénégal, on tâtonne beaucoup. Ou bien en Afrique, on tâtonne beaucoup. On ne respecte pas les processus. Et vous allez voir que les plus grandes entreprises aujourd'hui, ils fonctionnent à travers des processus de production et des processus même de gestion. Donc, toutes les activités devront être planifiées en amont. Vous avez le processus et vous suivez le processus. Vous n'avez pas le droit d'improviser. Si vous avez envie d'improviser, vous attendez l'évaluation ou bien l'amélioration du processus que l'on fait avec un calendrier bien défini et que vous faites des propositions sur telle ou telle partie du produit que l'on peut améliorer en changeant tel aspect ou tel aspect sur le processus de fabrication. Et tout cela, c'est défini dans le temps. Donc, c'est ce qu'il faut faire en réalité. En réalité, ce que l'on doit faire, on doit essayer de planifier la production, toutes les étapes, de planifier la communication, la promotion des produits, toutes les étapes de la promotion. Est-ce qu'on doit faire passer notre promotion sur tel réseau social? Pourquoi le faire passer ici et après là et pouvoir faire telle rencontre et telle rencontre? Tout cela, vous faites le processus, vous discutez en interne et vous essayez de définir un processus que les utilisateurs vont utiliser. Même sur la commercialisation, il y a un processus d'achat. Le client, il voit le produit, il parle avec le service client et s'il veut acheter, il y a un processus d'achat qu'il va suivre. Il va payer, après il sera livré et tout. Donc, c'est un processus. Sur la livraison aussi, la préparation des colis, donc la préparation, ne serait-ce que de l'itinéraire. Donc, tout ça, vous voyez, donc ce n'est pas des choses que l'on doit tâtonner vraiment. C'est des choses que la personne doit en amont préparer. Et comprendre que lors de chaque livraison, je dois d'abord m'enquérir de la situation du colis, de voir c'est quel type de colis est adapté à quel type de véhicule pour le transport, quel est l'itinéraire que le service technique m'a donné, comment faire pour respecter le processus que l'on m'a donné. Et ça facilite en réalité, ça permet à la personne et ça permet à l'entreprise de pouvoir contrôler les activités de tes collaborateurs. Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas dans peut-être dans l'improvisation, mais ils sont dans le respect de l'itinéraire, par exemple. Et ça peut affecter l'entreprise en termes de revenus, mais en termes aussi de charges. Et ça, c'est des choses très, très positives, vraiment. Et après les activités clés, donc vous avez compris que toutes les activités devront en amont être planifiées. Donc toutes les activités de l'entreprise doivent découdre d'un processus qui va définir la façon dont on va mener l'activité. Et après les activités clés, on va parler des ressources clés. C'est très important, les ressources clés. C'est un volet très important parce que l'entreprise en dépend. Donc aujourd'hui, on sait tous que l'entreprise, pour pouvoir faire fonctionner votre entreprise, vous avez besoin de pas mal de ressources. On parle de ressources humaines, de ressources financières, on parle de ressources en équipement. Et tout cela, la personne doit comprendre en amont comment faire pour disposer de ces produits-là. Quand on me commande telle quantité de produits, quelle est la quantité de ressources à utiliser? Chaque ressource vaut combien de francs? La ressource humaine, d'accord? Les ressources financières, d'accord? Le matériel. Tout cela doit être maîtrisé. Donc, sur chaque processus, on doit comprendre combien de main-d'œuvre utiliser, combien de techniciens utiliser, combien d'ingénieurs utiliser, combien de consommables, de matières premières on a utilisé pour pouvoir produire telle quantité de produits finis. Et maintenant, aller vers la sécurisation de vos ressources. Parce qu'il faudra être sûr que si vous avez votre commande, il faudra être sûr que ces ressources-là sont bien
sont bel et bien disponibles pour pouvoir ne serait-ce que respecter les délais de production et de livraison et pouvoir satisfaire convenablement le client. Donc, on ne peut pas aujourd'hui disposer, par exemple, de toutes les ressources, bien sûr. Mais pour certains, il faudra essayer de les disposer en amont. D'où l'importance de tisser des partenariats, d'être en collaboration, que ce soit technique ou parce qu'aujourd'hui, une entreprise lambda peut ne pas disposer de ressources techniques pour faire la maintenance de ses équipements. Et à partir de là-bas, on peut collaborer avec un start-up qui en réalité évolue dans le secteur de la maintenance. Et le start-up sera chargé de gérer la maintenance de vos équipements. Et en contrepartie, vous allez le rémunérer à hauteur de ses interventions, par exemple. Et cela montre qu'en réalité, on n'a pas besoin de tout avoir à l'intérieur. Aujourd'hui, si vous regardez bien avec les grandes entreprises, on a un système d'intérim qui est là, une entreprise externe qui gère le recrutement. L'entreprise ne gère plus le recrutement ni le paiement directement. Donc, c'est un cabinet intérimaire qui est là, qui va gérer tout ce paperasse-là. Et ça va permettre à l'entreprise de mieux se concentrer sur d'autres points plus essentiels, par exemple, que la gestion de son effectif ou bien la gestion de qui doit venir travailler ou bien des profils que l'on doit recruter et tout. C'est un paperasse à gérer et aujourd'hui, ça coûte énormément cher pour les entreprises. Donc, si on a des cabinets, si on a des entreprises qui sont là pour prendre le relais et faciliter vraiment le travail aux entreprises, ils seront les bienvenus. C'est pour ça que vous voyez pas mal l'évolution de pas mal de start-up aujourd'hui, d'entreprises, de grandes entreprises qui évoluent dans l'intérim, vraiment. Donc, c'est des choses très positives qu'il ne faut pas aussi ignorer. Là, on est après les ressources clés. Donc, comme vous l'avez compris, après les ressources clés. Donc, on va parler bien sûr, parce que pour les ressources, on est obligé parfois, comme on n'est pas obligé du moins d'avoir toutes les ressources, on peut tisser des partenariats clés. Donc, les partenariats clés, vous allez voir qu'au niveau des partenaires maintenant, on a différents types de partenariats, bien sûr. On peut tisser des alliances, on peut tisser des coopérations, on peut tisser des collaborations, on peut être des co-entreprises ou bien des cofondateurs. Donc, tout cela dans le but de rendre possible, d'accord, l'activité. Parce que parfois, on est dans un contexte où on ne peut pas aller seul, par exemple. Et c'est notre pire ennemi. Notre pire ennemi, c'est que nous ne savons pas parfois tisser des relations gagnant-gagnant, B2B, comme on le dit. Donc, en réalité, c'est un volet très important parce que les partenaires clés, surtout aujourd'hui, si vous êtes un jeune start-up, vous devez être en mesure de convaincre pas mal de partenaires sur la viabilité de votre idée de projet pour que vous puissiez bénéficier de fonds, de subventions, de financement. Tout cela fait partie de vos capacités à tisser des partenariats avec les structures de financement, avec les structures techniques, avec des causes-entreprises qui évoluent dans le même secteur que vous et que vous jugez nécessaire de vous allier pour avoir votre impact beaucoup plus conséquent. Et ça, c'est des idées, c'est des alliances, d'accord? C'est tout cela en réalité que vous allez utiliser. Le partenaire, il peut être un partenaire technique, il peut être un partenaire financier. Donc, il existe différents types de partenaires que vous pouvez juger nécessaire d'adopter tout simplement pour vous faciliter l'accès à tel marché, d'accord, à avoir telle norme ou bien à avoir un co-diplôme, par exemple, ce que font les établissements d'enseignement supérieur au Sénégal. La majeure partie maintenant sont en collaboration avec des structures étrangères pour nous permettre, en tant que jeunes, d'avoir des diplômes aussi bien reconnus au Sénégal qu'en France, par exemple. Et au niveau de notre 8e et avant-dernière colonne, nous avons le modèle de revenus, à savoir la structuration, à savoir les revenus, bien sûr. Donc là, les sources de revenus, l'entreprise doit se dire que je dois identifier, je dois faire une observation sur mes sources de revenus.
je dois faire une observation sur la fréquence de revenus, je dois faire une estimation sur mes revenus pour comprendre combien je gagne par semaine, combien je gagne chaque mois et se dire que pourquoi dans ce mois-ci j'ai gagné plus que l'autre mois. Donc, tout cela, vous voyez que c'est des hypothèses que l'entreprise met en place et tout au long de son parcours, il va essayer en réalité de voir si ces hypothèses tiennent la route ou pas. C'est tout simplement ça. Donc, aussi au niveau des revenus aussi, il faudra que l'entreprise puisse observer et identifier, du moins pas observer, mais identifier ses sources de revenus. Donc, il faudra que l'entreprise puisse identifier, parce qu'une entreprise peut avoir différentes sources de revenus. Donc, il doit identifier ses sources de revenus, il doit aussi connaître la fréquence. Et après ça, notre dernière colonne pour nous aujourd'hui, ce sera la structuration des coûts. Donc, au niveau de la structuration des coûts, on va essayer de voir comment, à ce niveau-là, on doit fixer, d'accord, les coûts, par exemple, voir tout ce qui est charge fixe, voir tout ce qui est charge variable, en fonction de notre production, en fonction de la clientèle, en fonction de la qualité du produit, tout cela, en fonction des intrants. Donc tout ça qu'il faut prendre en compte. L'entreprise a des charges, donc on doit structurer les coûts, on doit comprendre que il y a des charges fixes, qu'il y a aussi des charges variables. Et quand on parle de charges variables, la majeure partie du temps, c'est des charges en réalité qui ne reviennent pas de vos décisions. Par exemple, l'entreprise aujourd'hui décide de combien il va payer ses ingénieurs, de combien il va payer ses journaliers et de combien il va payer ses techniciens. Ça, c'est des choses que l'entreprise peut prendre des décisions sur ça. Mais il y a autres choses que l'entreprise utilise, par exemple, qui sont des charges variables. Mais ça ne dépend pas, les prix ne dépendent pas de l'entreprise. Par exemple, tout ce qu'il achète, les coûts ne dépendent pas de l'entreprise. Donc, c'est des choses auxquelles l'entreprise doit essayer d'avoir la mainmise. Pourquoi? On tisse des relations de partenariat avec notre plus grand fournisseur, par exemple, pour ne pas avoir des ruptures de stock. Vous voyez qu'aujourd'hui, votre entreprise fonctionne dans le secteur du textile et que là, votre fournisseur, en réalité, n'est pas votre ami. Et parfois, il peut se dire que, bon, j'ai d'autres amis, je vais les vendre le produit. Aujourd'hui, tu l'appelles et te dis que le produit n'est pas disponible. Et tu vas faire quoi pour honorer pour honorer ces achats que vous avez déjà eu à enregistrer. Donc, vous avez vu, donc la personne, en réalité, doit être dans ça. On doit être sur la défensive, sur l'étude, sur l'anticipation, sur la collaboration préventive pour pouvoir être servi en premier lieu, tout simplement, et vous assurer qu'en réalité, vous n'allez pas avoir des ruptures de stock juste parce que le produit a été vendu à d'autres concurrents. Donc, c'est aujourd'hui cela que nous voudrions partager avec vous pour que vous puissiez comprendre en grosso modo qu'en réalité, le business model Canva, comme vous l'avez vu aujourd'hui, c'est l'outil quand même qui permet de présenter notre projet, notre idée de projet sur une seule page. Et je crois que c'est quelque chose de très important parce que on va parler prochainement de pitcher le projet et cela peut vous permettre de comprendre les aspects les plus importants lorsque vous allez pitcher votre projet. Et vous allez voir qu'il y a certaines parties du business model Canva qui vont ressortir sur le pitch. Donc le pitch, c'est tout simplement la présentation de projet sur un temps record. Donc il y a des gens qui vont dire 3 minutes, d'autres 5 minutes, d'autres 10 minutes, d'autres 1 heure de temps, bien sûr, en fonction de la lourdeur des attentes et des informations à donner.